Sit-in d'étudiants, manifestations dans les rues de Paris. Depuis quelques jours, la mobilisation prend de l'ampleur contre la proposition de loi Yadan, destinée à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Le texte est jugé liberticide par ses opposants les plus virulents. Il fait partie de tout un arsenal de mesures destinées à empêcher la critique du régime génocidaire israélien et du coup à faire taire le mouvement de solidarité avec la Palestine. Une pétition en ligne a recueilli plus de 700 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale pour appeler les députés à voter contre la proposition de loi le 5 mai prochain. Le texte, soutenu par le gouvernement, prévoit de sanctionner les provocations, même indirectes, à des actes terroristes et de créer un nouveau délit d'appel à la destruction d'un État, notamment celui d'Israël. La France insoumise dénonce un risque d'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Vous comprenez bien à quel point cette loi est aujourd'hui dangereuse. Lorsque des personnes critiqueraient la question des colonies israéliennes, est-ce qu'ils tomberaient sous le coup de cette loi ? La députée Renaissance, Caroline Yadan, qui a donné son nom à la proposition de loi, rappelle de son côté la nécessité de lutter contre l'explosion des actes antisémites sur fond de conflits au Proche-Orient. En 2025, près d'un quart des actes antisémites commis à l'encontre des Français juifs sont explicitement liés à la haine d'Israël. L'adoption de la proposition de loi qui sera examinée demain et vendredi à l'Assemblée apparaît incertaine. Après réflexion, le MoDem et le PS ne soutiendront pas le texte. On a aujourd'hui une société qui ne comprend pas ce texte, avec dedans des éléments qui peuvent déjà être plus ou moins couverts par notre loi à l'heure actuelle. Cette loi est à la fois inutile et présente des risques. Alors, face à la montée de l'antisémitisme, faut-il de nouveau légiférer ? La proposition de loi Yadan est-elle un rempart nécessaire ou un texte liberticide ? Nos trois invités pour ce plateau, Youssef Murciano, bonsoir. Vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Et selon vous, il y a une explosion des actes antisémites en tout genre, notamment depuis le 7 octobre 2023 et le massacre perpétré par le Hamas. La loi Yadan, donc, permettrait de graver dans le marbre des évolutions déjà présentes dans la jurisprudence, notamment sur l'apologie du terrorisme. À côté de vous, Nathalie Théiot, bonsoir, avocate, présidente de la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes signataire d'une tribune collective intitulée la proposition de loi Yadan ou la promotion de la censure qui a été publiée hier dans le quotidien l'Humanité. Selon vous, la proposition de loi Yadan n'est pas nécessaire car les textes juridiques actuels disposent de toutes les clés pour lutter contre les actes antisémites. Vous ajoutez, il ne s'agit pas de renforcer les moyens de lutte contre l'antisémitisme, mais plutôt de légiférer contre de prétendues formes renouvelées. Et à côté de vous, Michel Tobman, bonsoir, journaliste franco-israélien, responsable du Proche-Orient pour la revue Politique internationale. Vous êtes directeur de la newsletter de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Et selon vous, cette loi a quelque chose de très franco-français. Elle correspond à la montée du communautarisme en France et vous espérez que la loi sera amendée et qu'il y aura un consensus car dans l'état actuel des choses, la base d'approbation vous semble très restreinte. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le chiffre du jour. Oui, au moins 3 actes antisémites ont été recensés chaque jour en France l'an dernier, soit 1320 actes au total en 2025, une baisse de 16% par rapport à l'année 2024. Mais les actes antisémites se maintiennent à un niveau historiquement élevé et ils représentent plus de la moitié de l'ensemble des faits anti-religieux, alors que la communauté juive ne représente qu'1% de la population française. Youssef Murciano, quand on parle d'actes antisémites, de quoi parle-t-on exactement ? De menaces verbales, d'agressions physiques, d'inscriptions de tags ? On parle de tout ça et plus encore, on parle de plus en plus d'attaques sur les personnes. Ça, c'est à noter. Plus on avance dans le temps, plus les gens sont attaqués personnellement, leurs biens, eux-mêmes, physiquement, ou insultés directement. Ça, il faut l'entendre. On parle très peu, on peut le croire, mais on parle très peu des réseaux sociaux, etc. C'est même pas 1% de ce qui est comptabilisé dans ce genre de chiffres. Donc il faut bien se rendre compte que c'est des gens du quotidien, des juifs de France, des juifs français qui subissent des attaques, que ce soit des familles sur leurs portes, à l'école, des enfants ou... et je le sais particulièrement, des étudiants. Depuis le 7 octobre, beaucoup d'étudiants nous remontent des affaires d'antisémitisme. Vous-même le subissez au quotidien, vous l'avez subi au quotidien.
Alors moi, je suis président de l'UEJF, donc d'une certaine manière, c'est mon métier d'aller dans la fosse aux lions et de me battre contre l'antisémitisme. Je ne vais pas comptabiliser les insultes que je reçois comme étant des actes antisémites. Moi, je vous parle de ce qui touche les étudiants qui n'ont pas envie spécialement de rentrer dans l'arène militante et qui ils sont obligés, qui sont pointés du doigt par une dérive de la mobilisation pro-palestinienne qui leur demande de se prononcer particulièrement sur ce qui se passe en Israël et en Palestine parce qu'ils seraient juifs. Une essentialisation, en somme. Justement, Michel Taubman, Caroline Yadan, pour justifier cette proposition de loi, parle de nouvelles formes d'antisémitisme. Est-ce que la rhétorique anti-israélienne, c'est le moteur de ces nouvelles formes d'antisémitisme? Un tiers des actes antisémites font référence au conflit israélo-palestinien. Alors, c'est très difficile. Officiel. Alors, le problème qu'on a par rapport à l'antisémitisme, c'est que les gens ont la référence du nazisme et de l'antisémitisme d'État. Vous savez, Georges Bernanos, ce grand écrivain catholique, avait dit en 1944 « Hitler a déshonoré l'antisémitisme ». Donc ça peut paraître bizarre, mais il y avait un antisémitisme traditionnel. Si vous voyez les comptes rendus de l'Assemblée nationale, comment on parlait de Léon Blum en 1936, comment on parlait même de Mendès France plus tard, etc., cet antisémitisme traditionnel a été balayé par l'antisémitisme d'État. Et aujourd'hui, on est revenu à des formes d'antisémitisme qui ne sont pas des antisémitismes d'État, puisqu'au contraire, l'État protège, il y a des lois, et c'est très bien. Mais il faut rappeler qu'en France, on a tué des Juifs. La France est un pays où, en 2006, on a tué Ilan Halimi. En 2012, l'école de Zahra à Toulouse, on a tué des enfants de sang-froid. L'hypercachère en 2015. Et ce n'étaient pas des militants sionistes. D'ailleurs, ça aurait été des militants sionistes, ça n'aurait pas été plus acceptable. C'est des gens dont personne ne connaît les opinions politiques. Personne ne sait si Ilan Halimi était favorable à l'État d'Israël ou pas. Ou si les gens de l'hypercachère étaient des militants sionistes. Donc là, ce sont des crimes antisémites, des meurtres antisémites. Et donc, du point de vue de la communauté juive, et je crois que la subjectivité est très importante en politique, parce que je vois qu'il y a des gens de très bonne foi qui disent « mais en fait, en France, on exagère l'antisémitisme, il y a aussi le racisme anti-arabe, il y a le racisme anti-noir, tout ça est vrai ». Mais du point de vue de la subjectivité, les Juifs, aujourd'hui, en France, ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes les persécutions des générations passées, même s'il n'y a plus de persécution d'État. Et dernière chose, par rapport à Israël, ce qu'on ne comprend pas, c'est le lien affectif des Juifs à l'État d'Israël. Oui, alors on va y revenir, mais on va d'abord évoquer avec vous trois et avec Anna, on va faire un petit point sur l'arsenal législatif en France qui permet de lutter contre l'antisémitisme. Oui, il faut remonter quelques années en arrière, en 1972, avec la première grande loi française contre le racisme, la loi Pleven, qui va créer des délits spécifiques pour toute discrimination raciale, xénophobe ou religieuse. D'abord le délit d'injure et diffamation à caractère raciste et celui de provocation à la haine ou à la violence raciale. L'antisémitisme est dès lors considéré comme une forme de racisme passible de sanctions, mais face à la montée dans les années 80 des discours qui nient l'existence de la Shoah, le député communiste Jean-Claude Guessot dépose une nouvelle proposition de loi. La loi Guessot sur le négationnisme est adoptée en 1990 et va introduire pour la première fois le délit de contestation de crimes contre l'humanité. Il faudra ensuite attendre l'année 2003 avec cette loi pour voir apparaître la notion de circonstances aggravantes pour les cas de racisme et d'antisémitisme. Et quelles sont les sanctions encourues aujourd'hui ? Alors, pour injure publique à caractère antisémite, une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Pour les provocations à la haine ou à la violence, 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Dans le cas de violence aggravée pour motif antisémite avec blessure entraînant une ITT de 8 jours, l'auteur des faits encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et puis enfin, dans un autre registre, la loi de novembre 2014 sur l'apologie du terrorisme prévoit des peines de prison allant de 5 à 7 ans d'emprisonnement et des amendes comprises entre 75 et 100 000 €. Alors Nathalie Théiot, c'est vrai que quand on voit cet arsenal juridique, on se demande si c'est vraiment nécessaire d'avoir une nouvelle loi. Vous n'avez pas cité la loi de 2017 qui a généralisé en fait la circonstance aggravante de racisme ou antisémitisme, qui l'a généralisé pour toutes les infractions. Donc maintenant, dès lors qu'il y a cette circonstance aggravante, avec une facilitation de la preuve, puisqu'il y a une présomption de ce qu'il y ait, de ce que soit à raison de la religion ou de la prétendue race ou du fait d'un antisémitisme, parce que c'est général, hein, c'est pas seulement antisémitisme. Et bien dès lors qu'il y a des propos, par exemple, qui sont tenus avant, pendant ou après,
c'est considéré, c'est présumé comme étant... Parce que c'est la difficulté, c'est de prouver que c'est à raison de... Mais cette nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle apporterait de plus ? Donc cette nouvelle loi, elle n'apporte rien. Et d'ailleurs, elle ne traite pas de ces questions d'infraction concernant l'antisémitisme. Elle traite du terrorisme, ce qui est tout à fait autre chose. Et qui, de ce fait, si elle s'applique... Elle traite d'apologie du terrorisme. Elle traite mais c'est quand même sur le terrorisme. Donc c'est d'apologie du terrorisme et de provocation au terrorisme. Elle élargit ces conditions-là. Il y a aussi le négationnisme, ça a été dit. Mais elle élargit les possibilités de poursuite sur ces thèmes-là de façon très floue et donc de façon très dangereuse. Donc l'arsenal, il est là, il est plus sur le problème de formation des magistrats, le problème aussi de formation des policiers, le problème aussi de portage politique par rapport à la lutte contre le racisme ou l'antisémitisme. Pourquoi pour vous elle est nécessaire ? À moi, elle est nécessaire parce que je vois dans les universités, dans la société française de façon générale, une difficulté à adresser, qu'à la justice, les juges, la loi, la société civile, à adresser une certaine forme d'antisémitisme. Il y a des dizaines de cas, des centaines de cas qui ne sont pas traités. Dans les universités, il y a des personnes, des étudiants qui se retrouvent assis côte à côte avec leur bourreau, avec leur agresseur, parce que il n'y a pas de justice interne, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de commission de discipline, on n'arrive pas à traiter cet antisémitisme-là. Hier, avec des militants du UEGF, on est parti partout à Paris, là où il y avait des blocus, pour aller discuter avec ceux qui sont contre la loi Yadan. On est allé à la Sorbonne. On est allé à la Sorbonne, à Sciences Po, à Centrale Supélec. Il y avait des blocus partout. La discussion est possible. La discussion est possible avec les personnes qui sont sur le côté, pas les personnes qui leadent le mouvement, pas les personnes qui ont hurlé devant nous, en s'adressant à nous, mais en s'adressant à je ne sais qui, génocidaire hors de nos facs. Moi, cette phrase-là de génocidaire hors de nos facs, elle m'interroge. Je me dis à qui on s'adresse. Mais cette loi, elle va faire justement qu'on assigne les Juifs à Israël, alors que précisément c'est ça qui ne va pas. C'est pas la loi qui assigne. Ah si. Non, c'est pas la loi qui assigne. Quand il n'y a pas de génocide dans les facs, il n'y a pas de génocidaire dans les facs. Mais c'est précisément, qui est-ce qu'on cherche dans les facs, qu'on veut sortir ces gens-là des facs, qu'on sort des amphithéâtres. Ce sont les Juifs. Ça, vous dites Taïtayo, qu'il y a un risque d'amalgame entre antisémitisme et antisionisme. Et c'est ça. Il faut traiter. C'est un renversement. C'est une sorte de double allégeance, c'est qu'on essentialise un peu les Juifs en soutien de la politique de Netanyahou, quoi qu'il arrive. Là, ce qui est promu, c'est le fait qu'il y ait effectivement l'impossibilité de parler. Parce qu'il ne faut pas oublier que justement, apologie ou autre, ça devrait être dans la loi de la presse déjà, puisque ça a été sorti en 2014 de la loi de 1881 qui est protectrice de la liberté de la presse, donc de la liberté d'expression. Et à partir de là, c'est quand même du délit d'expression, malgré tout. Et on est en train de dire ça, même si c'est par exemple une provocation implicite où on va sonder les Qu'est-ce que ça veut dire implicite ? Justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Or, une loi, surtout une loi pénale, elle doit être précise, elle doit être suffisamment claire et précise pour éviter l'arbitraire. Moi, je dis qu'il y a une forme, on laisse tomber une partie de la population française qui sont les Juifs parce qu'il y a des actes, plus d'1 millier d'actes par an, et des actes qui sont jugés pas antisémites, alors que pour la grande majorité des gens, quand on présente les cas, ça paraît évident que cette personne a été choisie parce que juif, comme cible parce que juif, notamment dans les universités. On n'arrive pas, avec l'arsenal judiciaire qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à adresser ce problème-là. Donc, Yadan propose, Caroline Yadan, la députée, propose quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres solutions qui sont proposées. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi quand on dit qu'il y a un problème... Attendez, il y a un problème de justice, de judiciarisation des actes antisémites. Il y a un problème. Mais de façon générale, sur le racisme, je l'ai dit, il n'y a pas de portage politique suffisant par rapport à la lutte contre le racisme. Pendant 7 mois, il n'y a pas eu de nomination de. Attendez, on va écouter Michel Topman, parce que c'est intéressant sur cet amalgame qui serait fait entre antisémitisme et antisionisme et qui éviterait toute critique d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? On priverait cette loi parce qu'il y a les intentions. Il y a la réalité, il y a la mise en pratique, etc. Moi, ce que je dirais, c'est que je pense qu'effectivement, la loi doit sanctionner les actes antisémites, les agressions verbales et physiques antisémites. Et donc, elle ne sanctionne pas assez, selon vous? Non, elle doit le faire. Après, est-ce qu'elle le fait assez? Tout ça, je veux dire, je n'ai pas la compétence, je ne suis pas là, et ce n'est pas vraiment mon sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la loi doit sanctionner, et doit tenir compte qu'aujourd'hui, sale génocidaire ou sale sioniste, c'est l'équivalent de sale juif. Voilà. En revanche, la loi doit laisser libre le débat politique. Et vous savez,
moi, je suis vraiment très réticent. Donc vous êtes affolé à l'idée d'une censure? Ah ben, je suis réticent par rapport y compris à la loi Guessot. Parce qu'on a montré Jean-Claude Guessot, qui est un homme certainement très respectable et très sympathique, mais Jean-Claude Guessot, il a fait voter une loi en 1990, dont la gauche d'ailleurs, la gauche ne voit pas de problème à ça, qui réprime la négation du crime contre l'humanité. Oui, selon le tribunal de Nuremberg. Les crimes contre l'humanité commis par les nazis. Les opposants à cette loi disent dire sale génocidaire ou sale juif, c'est pas la même chose. Attendez, Jean-Claude Guessot est membre du Parti communiste, un parti qui a défendu pendant des décennies et des décennies le goulag et qui n'a jamais fait son autocritique de ce point de vue-là. Donc il y a quand même un problème. C'était une loi de circonstance et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas... C'est une bonne chose. Ah oui, et on peut aussi nier l'existence du goulag, l'existence de crimes commis par les communistes chinois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit laisser l'expression politique libre. On doit pouvoir critiquer le sionisme, comme on doit pouvoir critiquer le communisme, ça ne doit pas relever de la loi. Et voilà. Donc, je dirais juste que lorsque les termes sionistes sont employés de façon pour équivalent à juif, en fait, c'est déjà réprimé. Mais non, on n'a pas besoin. La réalité montre. Ah, mais ça, c'est la réalité. Là, c'est le débat. Il y a un débat. C'est la réalité. C'est la réalité. Cœur du débat, là. La réalité est que ce n'est pas jugé comme tel et qu'il y a plein de problèmes et qu'il y a plein de victimes qui. Mais ça, c'est le problème, comme je le disais, de la formation des magistrats. C'est le problème également des moyens de la justice. Tout ça, c'est autre chose. J'entends que vous considérez que le pouvoir législatif ne peut pas régler cette question. Moi, je crois en la République et je crois en la nécessité de la République, que tous les pouvoirs de la République protègent les citoyens. Moi, j'attends du pouvoir législatif qu'il se dote d'arsenal juridique nécessaire à protéger les Juifs de France, que le pouvoir judiciaire se dote de formation, que le pouvoir exécutif... C'est-à-dire très concrètement, par exemple, quand Daniel Obono, député LFI, disait le Hamas est un mouvement de résistance qui se définit comme tel, elle tomberait sur la loi Yanon. C'est ça que vous visez, par exemple. De l'apologie du Et terrorisme. ça, vous êtes contre, Nathalie la pétition elle-même, que plus de 700 000 personnes ont voté, parle d'apologie du terrorisme. Nathalie Théiot, là-dessus. Alors, là, ce que dit la loi, l'apologie du terrorisme existe déjà et on voit déjà à quel point il est difficile d'appliquer au sens où déjà le mot terrorisme est flou, mais en plus apologie du terrorisme, encore une fois, moi je suis pour la liberté d'expression et que ce soit réintégré dans la loi de la presse. Là, ce qui est prévu, c'est que ce serait une minimisation, une banalisation qui suffirait à faire de l'apologie du terrorisme. Et pour la provocation, il suffirait que ce soit implicite. Mais d'ailleurs, oui, alors, provocation implicite, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'arbitraire ou de flou dans provocation implicite au terrorisme? Comment est-ce qu'on le qualifie? Les juges pénaux doivent traiter ces affaires de manière restrictive. C'est un principe en droit français et je pense que ce principe doit continuer. Moi, je dis juste que là, on a une pétition avec plus de 700 000 personnes qui disent... Elle vous choque, cette pétition? Elle me choque, moi, le dernier passage de cette pétition qui explique que la résistance palestinienne contre l'occupant israélien par tous les moyens nécessaires est un droit garanti par la résolution des Nations Unies. On parle de viol de femmes, on parle de kidnapping d'enfants, et que ce soit sur le site de l'Assemblée nationale et que plus de 700 000 Français aient voté pour le 7 ça. octobre, je ne crois pas. Mais c'est là, on parle de la résistance. Il y a des dizaines de personnes qui parce que nous sommes pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et vous avez dans la Charte des Nations Unies le fait qu'il y a quand vous dites plein de c'est la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, il y a des dispositions, et notamment la 4e Convention de Genève qui prévoit le droit à la résistance, mais de façon très réglementée. On n'a pas poussé la pétition précisément parce qu'il n'y avait pas de cette précision. Michel Todman, sur cette pétition, votre sentiment? Alors écoutez, moi qui a recueilli plus de 700 000 signatures. De mon point de vue, on est devant quelque chose de typiquement français. Oui, moi je suis français, mais je suis aussi israélien. J'anime un mouvement qui s'appelle Shalom Salam, qui est un mouvement pour la paix, pour l'égalité des droits entre juifs et arabes. Et donc, vous voyez, à ce titre-là, parmi nos membres, il y a des gens qui ont des points de vue différents, et c'est normal sur cette question-là. Et ce n'est pas la question essentielle pour le Proche-Orient. Vous voyez, et donc, c'est révélateur d'un problème français, d'un mal français. Il est quand même assez incroyable que ce conflit qui se déroule à 4000 km d'ici, sur lequel les Français ont peu de prise, où il n'y a pas un seul soldat engagé, ce conflit a réussi à désintégrer la gauche française. Donc il y a un vrai problème de débat politique de fond. Et je pense qu'il faut remplacer les anathèmes. Alors je ne parle pas des délits. Les délits, les crimes doivent être punis par la loi. Mais
on doit remplacer les anathèmes, les insultes, par le débat politique de fond. Et moi, ce que je propose aux uns et aux autres, j'espère l'un et l'autre, c'est de soutenir et de participer la semaine prochaine à la cérémonie qui aura lieu en hommage aux endeuillés juifs, arabes, israéliens et palestiniens, et où il y aura un ancien ministre palestinien, Anwar Abou Escher, un ancien ministre israélien, Nitzan Horowitz, qui parleront ensemble. C'est-à-dire qu'il faut se parler. Et il faut résoudre les problèmes là-bas. De la gauche, cette proposition de loi a suscité des oppositions et parfois des dérapages, comme cette affiche, vous allez voir, appelant à une manifestation contre la loi Yadan et contre les sionistes. C'est ce qui est écrit devant la permanence de Jérôme Guedj. Écoutez la réaction du député PS de l'Essonne. Je comprends parfaitement qu'on puisse s'opposer à un texte de loi, mais moi j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre que y ait cette banalisation d'une expression. Je l'ai déjà subi l'année dernière de manière assez violente. On m'a dit dégage le sioniste. Donc ça pue quand certains ont la parole à ce point libérée. Et ce que d'une certaine manière la loi Yadan cherche à traiter, c'est que derrière des attaques antisionistes, pas toutes, il y a des relents antisémites qui s'expriment. Nathalie Théiot, vous comprenez cet émoi? Parce que Yankelevitch disait l'antisionisme est une incroyable aubaine, c'est l'antisémitisme mis enfin à la portée de tous. Là c'est pas, on n'a pas appelé d'ailleurs à cette manifestation. Non, pas vous, tout à fait. Non, pas du tout. Et il est évident qu'on ne peut pas tolérer qu'on cible des personnes en tant que juives sous prétexte de... Mais pour autant... Cette loi est dangereuse parce qu'elle est contraire à la liberté d'expression et qu'elle risque de promouvoir la censure, comme je le disais dans ma... C'est un appel communiste, du Parti communiste. Moi, je trouve que cette affiche et la pétition pointent exactement le problème auquel veut répondre la loi Yadan, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt des juifs en les désignant comme sionistes et en allant devant des permanences d'un député juif, en expliquant que Caroline Yadan aurait une double allégeance Israël et la France. Tout ça, on les a vus. Mais justement, est-ce que ça risque pas de se retourner contre la communauté si justement il y a cette présomption de double allégeance à Israël et à la France? Vous ne craignez pas qu'il y ait un effet contre-productif? Non, je ne crois pas qu'il y ait un effet contre-productif. Je vais vous dire, le fait qu'on croit qu'il y ait une double allégeance, c'est un fait antisémite. Ça existe depuis la nuit des temps. Le terreau de l'antisémitisme existe en France dans les cerveaux de chacun. Et en fait, l'antisionisme s'installe sur ce terreau antisémite. Quand on parle de lobby sioniste, quand on parle de médias qui sont contrôlés par des sionistes, quand on parle de députés double allégeance française et sioniste, en fait, ce sont des préjugés antisémites. C'est la mécanique de l'antisémitisme qui est appliquée. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de forme renouvelée. Mais fut un temps, disait Éducation. On a besoin d'en parler. On a besoin de faire un débat à l'Assemblée nationale. On a besoin d'en débattre avec des amendements, etc. Et là, ce que demande cette pétition, c'est pas ça. Fut un temps, on pensait que l'éducation suffisait. Est-ce qu'une loi est nécessaire? Parce que l'éducation n'arrive pas justement à régler ces ambiguïtés. Alors, vous savez, quand je suis en Israël, on dit « Oh là là, c'est affreux, la France, ils sont antisémites ». Je dis « Non, la France, ils ne sont pas antisémites. Il y a des antisémites. » On dit « La gauche est antisémite ». Je dis « Non, la gauche n'est pas antisémite. » Par contre, il y a un homme politique en France qui a passé la ligne jaune ou la ligne rouge entre antisionisme et antisémitisme, c'est Jean-Luc Mélenchon. Son acharnement... qui dit que cette loi le vise directement, oui, notamment. Jean-Luc Mélenchon, moi je ne parle pas de la loi, parce que la loi c'est un débat entre députés qui doit avoir lieu. Moi je parle de Jean-Luc Mélenchon. Son acharnement sur la personne de Jérôme Guedj est intolérable. Son acharnement est intolérable. Ses blagues sur les noms juifs, Glucksmann, Epstein, etc. Ce sont des blagues dignes de Jean-Marie Le Pen. Là, et Jean-Luc Mélenchon... Loi, elle va toucher attendez, je ne parle pas de la proposition de loi, on parle de l'antisémitisme. Alors attendez, on peut considérer que cette proposition de loi ne s'y prend pas bien pour lutter, et ça, je peux l'admettre. Il faut qu'elle soit amendée, il faut qu'elle soit discutée. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et moi, j'affirme toute ma solidarité à Jérôme Guedj. Nathalie Théiot. Il y a au moins une chose, même si cette pétition, on ne l'a pas relayée, il n'empêche que 700 000 personnes qui signent, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un débouché, parce que c'est une forme de démocratie. Et elle ne sera pas examinée. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. Merci infiniment.